Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimagité. Nous sommes le samedi 25 juin 2022. Au sommaire de cette édition, l'association AC Génocide s'insurge contre les activités de la Commission Vérité et Réconciliation CVR qui continue à se borner seulement sur le massacre de 1972 commis à l'endroit des Burundais de l'ethnie Hutu en écartant ceux de l'ethnie Tutsi et d'autres crimes commis au pays. Au sommaire également, le président Évariste Ndayishimiye menace de sanctionner exemplairement les personnes accusées de détournement de certains produits en province de Rumonge. Et le personnel du centre hospitalo-universitaire de Kamenge, réuni au sein du fonds de mutualité et de pension des travailleurs, demande au ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique de sortir de son silence pour trouver solution aux problèmes liés à la gestion du fonds. Et le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui nous parle des problèmes auxquels fait face l'université du Burundi, dont la recherche et le pré-bourse. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais ensuite, l'association AC Génocide s'insurge contre les activités de la Commission Vérité et Réconciliation CVR qui continue à se borner seulement sur les massacres de 1972 commis à l'endroit des Burundais de l'ethnie Hutu en écartant ceux de l'ethnie Tutsi et d'autres crimes commis au pays. Le président de AC Génocide Section Canada réagit après que le président de la CVR ait annoncé que les enquêtes des événements de cette année vont continuer. Emmanuel Nkurunziza demande au Burundais et à la communauté internationale d'être vigilants car la CVR aurait l'intention de se substituer aux enquêteurs internationaux. Suivez plutôt Emmanuel Nkurunziza. AC Génocide Canada tient à préciser que cette manœuvre de la CVR se trouve dans la droite ligne de falsification de l'histoire du Burundi parce que selon les termes de ce communiqué, il est question de montrer au public que la CVR s'occupe aussi des crimes qui ont eu lieu avant 1972, année que la CVR appelle pour des besoins de propagande chers au sein de DFTD au pouvoir qu'il y a donné son cahier de charge, que c'est un pseudo-génocide Hutu. Donc, à cette occasion, tient à préciser que les faits étant têtus, et il est de notoriété publique que ce qui s'est passé en 1972 et auquel la CVR se réfère en termes de génocide Hutu, était bel et bien un génocide Tutsi perpétré par les miliciens de l'organisation Hubu. AC Génocide Canada tient également à porter à la connaissance de l'opinion internationale et nationale qu'il ne peut pas souscrire aux conclusions de cette CVR qui suit une méthodologie que tout le monde trouve illogique parce que, ayant déjà conclu ce qui s'est passé en 72, donc c'est une contre-démarche. On aurait aimé voir cette CVR commencer par l'origine et aboutir justement aux dates récentes comme 72, comme 88, 93, au lieu de commencer à tirer la conclusion qui leur sont chères, qui veut que 1972 soit appelé génocide Hutu, afin de justifier et finalement rendre caduques les conclusions de la commission d'enquête des Nations Unies de 1996 qui avait prouvé qu'il y avait eu génocide contre les Tutsis en 1993. Tout cela donc, nous le soulignerons toujours, est mené à des fins de soutien au régime du CNDD-FDD afin justement que le Burundi soit considéré comme un terrain où il y a eu double génocide et ainsi cela absoudrait le CNDD-FDD au pouvoir. Nous tenons également à souligner que dans sa démarche, même dans cette pseudo-enquête de 65 que la CVR dit qu'elle va mener, le focus est visiblement sur la composante autour de la nation burundaise, mais quand il est question des massacres des Tutsis de 1965 à Busangana, en commune actuelle de Bukeye, eh bien la CVR est muette là-dessus et parle tout juste de massacres sans jamais mentionner l'identité ethnique des victimes. Cela prouve encore une fois deux poids, deux mesures qui a toujours caractérisé cette CVR et ainsi consolide notre appréhension de ne jamais donner crédit, de ne jamais accepter les conclusions de cette CVR partisane. C'était Emmanuel Nkurunziza, président de l'association AC Génocide Section Canada.
En page politique, en plan de perturber la visite du président du parti CNL en commune Rugombo ce dimanche serait en cours. Parmi les directives qu'on leur a données, les chefs collinaires et les responsables du parti CNDD-FDD à la base dans la dite commune ont l'obligation de veiller à ce qu'aucun habitant n'aille accueillir Agatogwasa lors de cette visite organisée dans cette commune. Les détails avec Eruvi Senio Mungere. Il s'agit des chefs au niveau collinaire dans la commune Rugombo. Il raconte les ordres qui leur ont été donnés. Les ordres selon lesquels ils devront veiller à n'importe qui oserait aller accueillir le président du parti CNL. En effet, Agatogwasa, président du parti CNL, prévoit visiter la commune Rugombo ce dimanche en guise de la célébration avec ses membres 2 ans d'anniversaire d'agrément de l'information politique. Néanmoins, les informations en provenance du parti CNDD-FDD révèlent que le parti de règle fait tout son possible pour perturber cette visite. Le but principal de cette perturbation est de prouver que le parti CNL n'a pas beaucoup de membres. Ainsi, celui ou celle qui ira accueillir le président du CNL sera tabassé selon les parmi ceux qui ont reçu ces injonctions. Ils nous ont dit d'aller informer toute la population, y compris les Bagumyabanga, que personne n'oserait pas aller accueillir Agatogwasa, que personne n'oserait même pas de se tenir au bord de la route, car cela risquerait de prouver qu'Agatogwasa a beaucoup de membres et cela ne sera pas bon pour le CNDD-FDD. Donc, il ne faut pas laisser personne aller l'accueillir. Dans le cas contraire, ils vont finir par des coups de bâton, ce qui ne respecteront pas cette mesure. En plus de cela, un match de football est en train d'être planifié sur le même terrain où aura lieu cette célébration d'anniversaire du parti CNL. Pourtant, le match n'était pas prévu à l'avance. Une situation qui crée de multiples interrogations au sein de la population, surtout que le parti CNL avait préalablement sollicité une permission relative. Depuis hier soir, le parti CNDD-FDD a envoyé un message à tous les chefs collinaires les informant qu'il faut signaler à la population que personne n'a le droit d'aller accueillir Agatogwasa. En plus, un match de football a été organisé alors qu'il n'était pas prévu sur le terrain où va se dérouler ces cérémonies du parti CNL. La population se demande comment un parti comme CNL qui a été agréé officiellement et qui a demandé la permission pour cet événement pourrait être empêché d'accomplir de telles activités. Nos sources en commune Rugombo faut savoir que même les chefs collinaires sont conscients que la mission qu'on leur a confiée est contre la loi. Malheureusement, ils ne peuvent rien refuser pour sauver leur vie. À ce sujet, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre l'administrateur de la commune Rugombo. Merci à toi, Eruvi Senio Mungere. Après cette petite transition, nous parlons gouvernance. RPA. Le président Évariste Ndayishimiye n'a pas mâché ses mots en menaçant les personnes accusées de détournement de certains produits en province de Rumonge. C'était au cours d'une détente qu'il a effectuée ce vendredi dans cette province. Certains habitants de Rumonge soutiennent les sanctions infligées aux fautifs par le président Ndayishimiye, mais lui demandent d'agir de la même façon pour tous les présumés fautifs, cités souvent. Le point avec Hérode Diveremesh. Vuguti ego chayo ni kinyoma cyahise kinyoma amakantite bavuga ni yatariyo igitoro muga cyarafatiwe iwanyu hariho igitoro twakoze ari cyafatiwe wawe naho yoba Ici, le président Évariste Ndayishimiye s'adressait à Gilbert Olugavier, un des conseillers du gouverneur, accusé de détourner le carburant. Le coupable a avoué avoir commis cet acte et a été signifié par le président devant le public qu'il est démis de ses fonctions. Au cours de la séance réservée aux doléances de la population, le numéro 1 burundais est revenu sur le détournement du sucre dans cette province. À ce propos, le chef de l'État s'est adressé au gouverneur de Rumonge, consolateur Nitunga. Où se trouvent les 65 sacs de sucre découverts cachés? Nous avons vendu ce sucre avec la police et nous avons déposé les sommes récoltées dans les caisses de l'État. Donc, vous n'avez pas au moins parlé de ce cas à la Sosimo? Est-ce que le gouverneur n'est pas au courant qu'un grossiste est attrapé avec du sucre en cachette et radié de la liste des vendeurs du sucre? Certains habitants de Rumonge manifestent leur satisfaction quant aux décisions prises ce vendredi par le président de la République. Ce dernier a même
même annoncé l'ouverture d'une enquête policière pour traquer tous les voleurs. Ainsi, ces citoyens de Rumonge demandent au chef de l'État de sanctionner tous les coupables sans aucune distinction. Nous voulons que ceux à qui le président a demandé de mener une enquête s'activent très vite afin que ces voleurs soient tous arrêtés. Nous voulons que les actes accompagnent les paroles et que celui à qui incombe la faute soit publiquement puni. On ne veut plus de ces enquêtes sans issue, comme c'est le cas pour plusieurs dossiers sous enquête depuis longtemps et dont nous n'avons jamais su la suite. De tels cas de détournement de produits comme le sucre, le carburant et le ciment par certains administratifs sont également signalés dans les provinces de Kirundo et Mngaro. En page économie, malgré l'augmentation de prévisions des recettes courantes de plus de 635 milliards de francs burundais par rapport à celui de l'exercice précédent, le budget de l'État du Burundi restera déficitaire pour l'exercice 2022-2023. Cela transparaît dans le projet de loi portant fixation du nouveau budget général de l'État adopté ce mardi par l'Assemblée nationale. Cette augmentation de ressources du gouvernement sera essentiellement constituée de taxes et impôts sur les biens et services de première nécessité. Le détail avec Marie-Ange Ilakoze. Environ 200 milliards de francs burundais constituent le déficit global que le gouvernement d'Aïchimié prévoit enregistrer pour l'année de gestion 2022-2023. D'après le projet de loi portant fixation du nouveau budget de l'État, les recettes courantes de l'État sont estimées à peu près de 2200 milliards au moment où les dépenses qu'elles sont censées couvrir avoisinent 2400 milliards. De plus, ce projet de loi montre que le déficit prévu pour la nouvelle année fiscale dépasse celui de la précédente qui était de 45 milliards de francs burundais. Pourtant, les recettes courantes du nouveau budget sont évaluées à plus de 1800 milliards au moment où celles de l'exercice 2021-2022 étaient à plus de 1200 milliards, soit une augmentation de plus de 635 milliards, peut-on toujours lire dans le dit projet de loi. De façon plus détaillée, les recettes hors don du budget de l'État sont principalement constituées des impôts et taxes intérieures sur biens et services. Ces taxations sont passées de plus de 713 milliards de francs burundais au cours de l'exercice budgétaire 2021-2022 à plus de 1000 milliards de francs burundais pour celui de 2022-2023, soit une différence de plus de 300 milliards. Selon toujours le nouveau projet de loi, les recettes hors don du gouvernement seront également faites des impôts sur revenus, les bénéfices et les gains en capital estimés pour cette année budgétaire à plus de 368 milliards de francs burundais au moment où ils étaient à plus de 256 milliards de francs burundais pour l'exercice précédent, c'est-à-dire une augmentation de plus de 111 milliards de francs burundais. Le projet de loi budgétaire 2022-2023 démontre également que les ressources du gouvernement proviendront des impôts sur le commerce extérieur et les transactions internationales. Ces derniers se trouvaient à plus de 111 milliards de francs burundais pour l'année budgétaire 2021-2022 et ont été actuellement évalués à plus de 160 milliards de francs burundais, soit une différence de presque 50 milliards de francs burundais. Pragmatiquement, des impôts et taxes seront en grande partie prélevés notamment sur les eaux minérales, les boissons braroudies et importées, le carburant, le sucre, les cartes de recharge et les appels téléphoniques, les tissus importés, les véhicules et autres engins importés, pour ne citer que cela. Merci à toi aussi, Marie-Ange Ilakoze. Le personnel du centre hospitalo-universitaire de Kamenge, réuni au sein du Fonds de mutualité de pension des travailleurs, demande avec insistance au ministre de tutelle de sortir de ce silence pour trouver solution aux problèmes liés à la gestion du fonds. Au moment où ce vendredi, le comité en exercice a été rayé sur la liste des membres du fonds, certains travailleurs indiquent que ceux qui ont pris cette décision n'en avaient pas les compétences. Le point avec Emmanuel Nyugeko.
Le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique ne devrait pas rester silencieux face au climat malsain observé depuis un certain temps au sein de l'hôpital Roi Khaled. C'est sur la lamentation des travailleurs de cette institution sanitaire. Ce vendredi, une réunion en assemblée générale a été tenue dans l'immeuble abritant le restaurant du personnel. Une réunion dirigée par Leonidas Ndayisenga, nouveau président du comité du fonds de mutualité et de pension des travailleurs de cet hôpital. Devant les caméras de la télévision nationale, Leonidas Ndayisenga a précisé que tout le comité en exercice est rayé sur la liste des membres et qu'il va perdre tous les avantages du fonds. Ce comité avait été suspendu en date du 5 mai dernier par le directeur général de l'hôpital Roi Khaled, le docteur Stanislas Harakandi, mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu de remise et reprise officielle. Les membres de l'ancien comité dirigé par Alice Nduwimana ont été accusés de certains manquements, comme l'a annoncé Leonidas Ndayisenga au cours de la réunion de ce vendredi. Ils ont organisé une réunion au mois de juillet 2021. À ce moment, ils nous ont fait savoir que 500 millions restaient sur le compte du fonds. Mais nous avions été étonnés par ce montant alors que nous avions eu un crédit bancaire en 2014 et on nous avait signifié que l'argent placé s'élevait à 1 milliard. Vous comprenez que nous avons travaillé sans bénéfice alors que le personnel n'a pas eu des explications nécessaires. Ceux qui sont exclus perdent tous les avantages du fonds. Le saut du fonds et autres signes sont annulés. Celui qui les utilisera sera considéré comme un fraudeur. De l'autre côté, les membres de l'ancien comité condamnent cette attitude, arguant que même les élections du nouveau comité n'ont pas respecté la loi. Nous ne comprenons pas pourquoi le directeur général continue de soutenir des gens qui violent la loi. On n'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi il a donné aux gens qui n'ont pas été élus légalement l'autorisation de tenir une réunion. Il use de son pouvoir pour violer la loi. Cela est inacceptable. Les travailleurs du centre hospitalo-universitaire de Kamenge demandent ainsi avec insistance au ministre de tutelle de sortir de son silence prolongé afin de remédier à cette situation. Nous, employés de l'hôpital Roi Khaled, nous implorons le ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique de sortir de son silence et d'écouter nos doléances. Nous lui avons adressé des correspondances pour solliciter son intervention aux différents qui opposent le personnel soutenu par le directeur général de l'hôpital à celui qui prône le respect de la loi, mais il a fait sourde oreille. À ce propos, nous avons tenté de joindre François Dialimane, ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique, pour recueillir sa réaction, mais son téléphone est sonné sans que personne ne décroche. Merci à toi aussi, Emmanuel Nyungeko. En page réfugiés, le Haut-Commissariat pour les réfugiés demande au gouvernement tanzanien de ne pas rapatrier de force les réfugiés lorsqu'ils se sentent en insécurité une fois rentrés chez eux. Le représentant du HCR en commune Kasulu de la province de Kigoma demande également au gouvernement de sécuriser les réfugiés et de respecter leurs droits. C'est au moment où l'année dernière, le président tanzanien avait affirmé que les réfugiés burundais trouvaient pas mal de problèmes lorsqu'ils rentraient chez eux, ce qui les pousse à fuir encore le pays. Le détail avec Eric Nyonzima. Dans l'après-midi du mercredi dernier, Peter Maro, le représentant des HCR en commune Kasulu de la province de Kigoma en Tanzanie, a effectué une visite au camp de réfugiés de Nyarugusu. D'après nos sources, l'objectif de la visite était de s'enquérir des problèmes auxquels font face les réfugiés. Peter Maro avait demandé au gouvernement tanzanien de ne pas rapatrier les réfugiés lorsqu'ils sentent que leur sécurité n'est pas garantie dans leur pays d'origine, mais plutôt de respecter les droits des réfugiés se trouvant sur son territoire. Chaque personne a le droit de demander asile et d'en obtenir dans un pays quelconque. Cela est indiscutable. Il n'est pas permis de renvoyer un demandeur d'asile dans un pays où sa sécurité et sa liberté sont en danger. Les demandeurs d'asile doivent en bénéficier pour préserver leurs droits et leur dignité. En septembre de l'année dernière, en marge de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies, la présidente Samia Suluhu de la Tanzanie avait affirmé au micro de la radio des Nations unies que les réfugiés burundais éprouvent d'énormes problèmes lorsqu'ils sont rapatriés, une situation qui les pousse à s'exiler de nouveau. L'année passée, on a eu des discussions avec le HCR. On s'était entendu sur le rapatriement volontaire des réfugiés. On a effectivement amorcé le processus de rapatriement des réfugiés burundais. Nous remercions beaucoup le président Ndayishimiye. Il a ramené la paix et c'est ce qui nous a permis de commencer le processus de rapatriement. Qu'est-ce qui se passe
passe une fois au Burundi, les rapatriés se retrouvent sans terre et sans abri. L'accueil n'est pas aussi chaleureux. On leur demande d'où venez-vous, pourquoi vous revenez. Ils se retrouvent alors dans des moments difficiles et préfèrent retourner chez nous. Cependant, aucun ne douta, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, le véhicule qui porte des lance-voix Silone Zulota annonça que depuis son lundi, il est prévu une audition pour les réfugiés afin de conclure sur le rapatriement. Vous saurez que Soudima Kibasi, le commissaire chargé des questions des réfugiés en Tanzanie, a déjà donné un délai d'une année au maximum pour les réfugiés burundais soient rentrés chez eux au Burundi, à compter à partir du 7 juin de cette année. Merci à toi, Eric Nyonzima. Après cette petite transition, c'est le mini magazine au cœur de la société. La recherche et le pré-bourse à l'Université du Burundi font partie des sujets qui vont être abordés dans le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Au cœur de la société vous est présenté par Jodine Cad. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. La semaine dernière, nous avons parlé de certains défis évoqués au cours des récents états généraux de l'éducation, dont le manque de matériel dans les écoles et l'insuffisance de formation pour les enseignants. Notre invité était professeur Libera Niwashira-Kandi. Dans la seconde partie du mini-magazine au cœur de la société du 25 juin 2022, nous serons toujours en compagnie de 7 enseignants de l'Université libre de Belgique. Soyez des nôtres. Au cours des assises de l'éducation de mi-juin, certains participants ont proposé l'augmentation des frais alloués aux pré-bourses. Interrogé par notre confrère de la RPA, Émile Niwasumba, professeur Libera Niwashira-Kandi prône le retour de la bourse non remboursable. Si on instaure le pré-bourse effectivement, l'État doit s'engager à trouver de l'emploi pour tous les lauréats, pour qu'ils puissent rembourser. Aujourd'hui, la majorité des lauréats des universités burundaises sont dans la rue. Les taxis motos, les taxis vélos, etc. Ce sont les sièges universitaires. Ce sont des serveurs dans des restaurants, de petits jobs. Donc, ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, ce pré-bourse, comment il est géré aujourd'hui? L'État est incapable de verser chaque mois, à la fin de chaque mois, ce pré-bourse. Donc, pour moi, première chose, c'est pourquoi je disais que ces assises auraient été un point de départ pour la refondation du système éducatif burundais. Pour moi, il faut purement simplement supprimer le pré-bourse, garder comme bourse, effectivement augmenter la bourse. Et d'ailleurs, c'est en contradiction avec la recommandation numéro 17. À quoi servira ce fonds? Un parent va payer de l'argent pour financer l'éducation et en même temps, on donne un pré-bourse. Donc, et son fils ou sa fille s'endette. Ça n'a aucun sens, il y a une contradiction. D'accord, il faut effectivement financer le système éducatif burundais, mais supprimer le pré-bourse, garder la bourse. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle ça pourrait motiver, encourager les Burundais à financer le système éducatif burundais. Sinon, c'est mitigé. Il faut donc leur accorder une bourse non remboursable. Parmi les recommandations issues de ces états généraux de l'éducation figure la mise en place du Fonds national de la recherche. Qu'en pense Libera Niwashira-Kandi? Normalement, dans le budget destiné au ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique, il y a le volet recherche. Et je sais bien qu'à l'Université du Burundi, il y a même une direction de la recherche. Donc, cette direction est dotée des moyens et c'est financé par le gouvernement en principe. De deux, une université moderne vit des financements extérieurs. C'est-à-dire quoi? Notre université est organisée en facultés. Dans les facultés, il y a des centres de recherche et qui, normalement, répondent à des appels à projets, à des consultants. Aujourd'hui, au Burundi, il y a des consultants, on le sait très bien, mais aucun sou n'entre dans les caisses de son université. Alors que les enseignants utilisent les moyens de l'université, c'est-à-dire l'eau, l'électricité et parfois le papier, j'en passe. Naturellement, il faudrait revoir l'organisation de cette activité, faire en sorte qu'un certain pourcentage soit versé dans les caisses de l'État. Autrement dit, il
faut que les recherches, les consultants qui sont menées au Burundi par les académiques puissent financer finalement la recherche. Qui dit recherche, il faut que les enseignants, les professeurs d'université puissent participer dans les conférences et travailler en réseau avec d'autres. Deuxièmement, il y a des organisations internationales qui lancent des appels à projets pour le monde universitaire. Je peux parler de l'Union européenne, je peux parler de l'Agence universitaire de la francophonie, je peux parler de la coopération universitaire belge et bien d'autres pays comme les Pays-Bas, les États-Unis, etc. Ce sont des opportunités justement pour financer la recherche. Et malheureusement, le Burundi est absent dans beaucoup de réseaux. Donc, autrement dit, il faut des stratégies. Il faudrait créer au ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique une cellule qui est chargée de faire la veille à projet. C'est-à-dire, tous les affaires internationaux, il faut que le ministère puisse les connaître et les centraliser au ministère. Et par la suite, les partager dans les requis, dans les universités. Deux, il faut qu'au sein du ministère, il y ait une équipe qui formée en matière de rédaction des projets. Pour que justement le ministère aussi puisse participer dans des programmes internationaux. Aujourd'hui, je déplore que tous les projets que vous voyez sont rédigés par des partenaires internationaux. Et ce sont ces partenaires internationaux qui reçoivent de l'argent qui était destiné pour le Burundi. Et naturellement, 40% peut-être arrive au Burundi. Le reste, ce sont des salaires des employés de ces organisations. Je ne citais pas des exemples. Au ministère, ils connaissent ces organisations. C'est inacceptable. D'ailleurs, une université, quand même, doit avoir des capacités à répondre à ce genre de projet. Troisièmement, au sein de l'université publique, qui est d'ailleurs la sœur, il y a l'ENES, qui est l'université Burundi, il devrait y avoir aussi une cellule chargée de faire la veille à projet et aussi une équipe formée pour rédiger, pour répondre à des appels à projet. Au début de la semaine prochaine, l'intégralité de l'émission en images sera diffusée sur les pages Facebook et YouTube de RPA, Inzamba et Renaissance. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Vous étiez avec Josine Kadé. À la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi aussi, Josine Kazé. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir prêté oreille attentive. Ainsi s'achève cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimagui. Bon week-end à tous.